Right. Thank you everybody for being here. Welcome to the session. Latin America broadens its horizons. I just need to do a little bit of housekeeping before we start. We must all understand that this is on the record, of course. I want to introduce our panelists today. We have the President of Brazil, Luiz Inácio Lula da Silva. We have the President of Mexico, le président du Mexique, Felipe Calderón, le président d'Alcoa États-Unis, Alan Belda, José Miguel Insulza, et José Miguel Insulza, secrétaire général de l'Organisation des États américains, Washington, D.C. Well, there is qui est son siège à Washington. Bien entendu, les temps sont très importants, ce sont des temps charnières pour les nouveaux mandats des présidents dans les différents pays d'Amérique latine. Il y en a une douzaine qui a été élue au cours de cette année écoulée. Il y a d'ailleurs une poussée vers la gauche qui est la manifestation d'une insatisfaction de la population vis-à-vis des partis politiques qui ont été associés à l'absence de réformes ou à la lenteur des réformes dans le passé. Je pense que grâce à cette réunion, vous allez mieux comprendre ce qu'ont à l'esprit les dirigeants latino-américains. Les objectifs clés de leurs réformes nationales et des objectifs qu'ils ont. Donc ne nous enlisons pas dans la rhétorique politique. Je crois qu'il est important que nous parlions sur le fond et que nous nous demandions où va l'Amérique latine. Je suis la modératrice de CNN International et je vais commencer par donner la parole au président du Brésil. Je voudrais que vous parliez pendant 3 minutes et demie. Je ne veux pas de grandes déclarations, donc je vais commencer par le président du Brésil. Monsieur le Président, que pensez-vous que sont les priorités de la région au début de 2007? Tout d'abord, je pense qu'il y a eu une modification importante en Amérique latine. L'Amérique latine a commencé à élire des présidents qui ont des responsabilités et des engagements vis-à-vis des peuples d'Amérique latine. Il faut dire cela très clairement, c'est important. Il y a eu une mutation vers le mieux en Amérique latine, même si à certains cela ne plaît pas. Deuxièmement, nous avons 2 définitions qui, pour nous, sont décisives pour la survie de l'Amérique latine et pour sa croissance politique et économique. Tout d'abord, nous devons garantir la démocratie dans sa plénitude et dans sa totalité, parce que c'est seulement dans une démocratie forte que les secteurs pauvres de l'Amérique latine ont une chance de connaître une croissance économique et de conquérir leur citoyenneté. Deuxièmement, nous devons consolider notre intégration. Il est important de savoir que l'Amérique latine, pendant des siècles, a eu une conscience politique colonisée. Le Brésil par la couronne portugaise, d'autres pays d'Amérique latine par l'Espagne, un peu l'Angleterre, un peu les États-Unis. Et aujourd'hui, nous découvrons que pour grandir, il faut que nous puissions croire en nous-mêmes. Il faut que nous puissions nous-mêmes élaborer nos projets, nos politiques. Et cela avec beaucoup de sérieux. Et en même temps, nous avons besoin d'intégration. Nous l'avons compris. Intégration politique, économique et culturelle, intégration commerciale, une intégration dans la construction des routes, des chemins de fer, des ponts, des communications, des réseaux d'énergie, parce que c'est seulement ainsi que nous allons stabiliser une possibilité de croissance pour l'Amérique latine. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Le Brésil travaille avec d'autres pays, avec la Banque de développement du Brésil qui coopère dans des projets très importants avec d'autres pays, notamment par exemple le projet de la transocéanique qui ira d'est en ouest en traversant le Pérou vers
vers l'océan Pacifique. Et nous voulons continuer à financer des projets. Nous voulons l'appui des entrepreneurs parce que nous voulons des partenariats. Et c'est cela la voie que doit suivre l'Amérique latine. Intégration politique, économique, commerciale et intégration physique, ainsi que renforcement de la démocratie. Si nous suivons cette voie, tout ira bien. Thank you, President. Merci beaucoup. Le président Calderón, maintenant. À votre avis, quelle est l'importance de l'intégration des économies latino-américaines aujourd'hui? Surtout pour l'Amérique latine, mais comme d'autres régions du monde, nous vivons une mutation. Le monde tout entier est en train de changer de manière extraordinaire sur le plan de la technologie, des marchés, de l'information, du climat même. Et la seule manière pour les pays, et surtout pour les pays d'Amérique latine, de faire front à ces nouvelles circonstances, à ces changements, c'est de comprendre notre réalité régionale et d'établir des mécanismes de collaboration qui nous permettent de faire des économies d'échelle et de parvenir à réaliser le potentiel de la région. Je crois, moi aussi, qu'il y a eu une certaine fatigue dans nos pays, ce qui a déterminé pas mal de décisions politiques. Après 2 ou 3 décennies de réformes, les gens sont fatigués, parce que la pauvreté continue, parce que l'environnement se détériore. Cela me rappelle un petit peu l'Exode. Lorsque Moïse a traversé la mer Rouge, il se trouvait toujours dans le désert. Il n'avait toujours pas vu la terre promise, elle était encore loin. Et il se demandait s'il ne valait pas mieux vivre sous le joug du Pharaon. Et je crois que cela est un petit peu d'influence également sur les décisions en Amérique latine. Mais ce que fait l'Amérique latine aujourd'hui, ce n'est pas une question de décision entre la droite et la gauche. C'est une question de décider entre le passé et le futur. Je vois des gouvernements de gauche comme celui de Lula qui protègent les marchés, qui travaillent très bien, qui permettent les investissements. Je vois des gouvernements conservateurs comme celui de Colombie qui travaillent avec des politiques sociales très intensives. Mais le problème, c'est de savoir si l'Amérique latine est capable, quelle que soit la tendance politique des gouvernements, d'avancer. Et avancer, cela signifie aller vers la démocratie, et reculer, cela signifie retourner vers des dictatures à vie. C'est savoir si nous voulons l'avenir, c'est-à-dire des investissements nouvelles, des économies progressives, au lieu de retourner vers les nationalisations massives qui ont provoqué les pires crises en Amérique latine et qui ont rendu très pauvres les populations pauvres. Et puis, je reviens à l'intégration, mais en y ajoutant une variante. Pas seulement l'intégration régionale. Au Mexique, nous sommes latino-américains, mais nous appartenons à la région d'Amérique du Nord. Les 68% des latino-américains se considèrent plutôt latino-américains. Et d'autres se considèrent comme nord-américains, donc il faut bien intégrer. Et je pense que cela ne doit pas nous empêcher non plus d'aller vers d'autres régions du monde. C'est ce que nous pouvons faire d'ailleurs au Mexique. Nous allons bien sûr renforcer notre lien avec l'Amérique latine et celui avec l'Amérique du Nord, mais il y a aussi le bassin Pacifique, il y a l'Union européenne. Nous pouvons être une charnière entre toutes ces régions. Et c'est notre tâche dans la mondialisation. José Miguel Insulza, vos idées de ce que vous avez dit jusqu'à maintenant, de ce que nous avons dit jusqu'à maintenant, pardon. Bon, je suis assez d'accord avec ce qu'ont dit les présidents. Je vais vous dire dans quel sens. Je crois qu'il y a des changements en Amérique latine actuellement. Et ces changements, si vous considérez les chiffres et les faits de cette année, ont été des changements vers le bien. L'Amérique latine est en croissance pour la 4e année consécutive et cela devrait continuer l'année prochaine d'après toutes les prévisions et ce sont de très bonnes nouvelles. Et cette région n'avait pas connu une telle croissance depuis 25 ans. Donc si vous comparez cela avec d'autres régions du monde, bien sûr, vous dites qu'il faudrait davantage de croissance, mais si vous comparez avec ce que nous avons eu avant, c'est certainement une excellente évolution. Sur les 20 pays d'Amérique latine,
12 ont eu des élections pour élire ou réélire leur gouvernement cette année. Ces élections ont été propres, ce sont des élections qui ont été claires, avec beaucoup de participation et de véritables choix. Vous croyez qu'elles ont été propres? Nous avons été observateurs de la plupart de ces élections. Elles étaient propres. Mais si vous perdez par quelques voix, c'est plus difficile à accepter. Vous souffrez davantage que si vous perdez devant une large majorité. Mais oui. Je vais vous donner un exemple. Lorsque j'étais dirigeant étudiant, j'ai perdu une élection par 2 voix. Et c'était vraiment affreux. C'était affreux. Parce que vous dites, mais enfin, j'aurais dû avoir ces 2 voix, j'aurais pu les avoir. Mais enfin, je répète, elles ont été des élections avec large participation, propres. Et c'est tout à fait différent de ce que nous avons connu il y a 20 ans. Quant aux questions, quant aux aspects sociaux, nous en avons également parlé. Et les bonnes nouvelles, c'est que la pauvreté a chuté depuis 2 ou 3 ans. Et la pauvreté extrême, elle aussi a baissé. Bon, là, le chiffre est encore trop élevé, mais nous sommes passés de 98 à 79 millions. Alors, bien sûr, nous ne sommes pas encore suffisamment intégrés dans l'économie. Nous avons encore les règles du jeu à améliorer. Nous devons améliorer nos marchés internes parce que beaucoup de gens ne participent pas suffisamment au marché. Mais la bonne nouvelle pour l'Amérique latine, c'est qu'elle travaille bien en matière d'économie, de démocratie et sur le plan social. Bien, le dernier participant. Bon, tout d'abord, je dirais que nous sommes en Amérique latine. Depuis 50 ans, nous avons 50 000 employés au Mexique, 10 000 au Brésil. Nous continuons à croître. 2,5 milliards de dollars sont investis actuellement au Brésil. Et nous investissons aussi au Mexique, en amenant davantage de postes de travail à valeur ajoutée. Alors, la course que vous avez vue par rapport à ce que nous avons constaté aux États-Unis n'est pas très différente. L'Amérique latine, à notre avis, a fait des progrès considérables sur le plan institutionnel. Elle ne cesse de grandir et de relever des défis. Des partis minoritaires, la microéconomie, ont besoin maintenant d'une attention particulière. Il faut que tous les acteurs cherchent à changer les choses, changer des choses qui sont en place depuis longtemps. Mais je crois qu'ils travaillent très bien. Président Lula, alors parlez-nous justement des défis sur le plan microéconomique. J'aimerais savoir ce que vous pensez du président Chavez et de la force qu'il représente pour l'Amérique latine avec ses idéologies. Est-ce qu'il est une force destructrice? Pouvez-vous également nous parler du caractère durable et de l'économie? Mais d'abord, le président Chavez. Bon, tout d'abord, il est très difficile de parler de choses si importantes dans les quelques minutes que vous nous donnez. Franchement, je voudrais dire ce qui suit. Tout d'abord, les relations commerciales en Amérique latine ont connu une croissance de 30% par an à partir de l'Amérique du Sud. Et c'est vraiment une croissance extraordinaire, et cela avec tous les pays. Du Mexique en Patagonie, nous avons eu des succès extraordinaires. Bon, deuxièmement, le problème politique en Amérique latine. La question politique se consolide. Ne vous inquiétez pas de discours. On a peur parce que Evo Morales nationalise le gaz. Enfin, il a le droit de le faire. Ce gaz lui appartient. Il a besoin de nationaliser, c'est tout. Il faut simplement payer un prix juste pour le gaz que nous achetons. C'est la même chose lorsque nous avons voulu vendre notre matière première à un prix juste. Enfin, le Mexique ne laisse pas partir son pétrole ainsi, nous non plus au Brésil. Donc il faut quand même être un peu prudent quand on analyse le discours des personnes. Oui, la modératrice coupe. Je voudrais votre réponse sur le caractère de Chavez et sur l'effet de démantèlement qu'il peut avoir. Non, cela n'existe pas. Chavez est un président qui a été élu 3 fois consécutivement par le Venezuela.
de la manière la plus démocratique possible, avec des observateurs internationaux à chaque fois. Bon, pour le Brésil, par exemple, en 2 ans, les gens avaient déjà les résultats, après 110 millions de votes. Donc 110 millions de personnes ont voté, 2 heures après, on avait déjà les résultats, et aucun candidat n'a réclamé, aucun candidat n'a contesté la procédure de vote. Et je pense, moi aussi, que Chavez a été élu tout à fait démocratiquement. Simplement, ce qu'il faut apprendre, c'est que chaque pays a un discours qui correspond à la culture et à la réalité de son pays. Je vous dis que nous croyons fermement que l'Amérique latine vit en ce moment dans la tranquillité, dans la paix, et que l'Amérique latine va connaître une croissance, que l'Amérique du Sud va connaître une croissance, et même le Mexique. Le Mexique a été invité à participer au Mercosur. Nous voulons faire du Mercosur un grand bloc économique qui permette d'avoir une force de négociation vis-à-vis de l'Amérique du Nord et vis-à-vis de l'Europe. Donc, nous pouvons être tranquilles. Bon, je vous donne encore 1 minute. La modératrice. Les défis que vous devez relever pour mettre en œuvre une croissance économique durable et une stabilité dans un pays qui a connu une croissance avec des soubresauts au cours des dernières années. Quels sont les défis à relever? Bon, le plus grand défi pour le Brésil, c'est d'avoir conscience du fait qu'il faut s'occuper de l'économie. Notre économie, maintenant, a permis une réserve de 87 milliards de dollars. Nous avons 47 milliards de dollars d'excédent commercial. Nous avons payé toutes nos dettes. Nous avons un excédent des comptes courants. Nous avons gagné notre indépendance dans le monde financier mondial. Et aujourd'hui, ce qui nous préoccupe, c'est nous-mêmes. Et nous lançons un programme d'accélération du développement de l'économie. Nous allons investir 236 milliards de dollars dans les infrastructures. Des infrastructures dont une partie sera des logements et de l'assainissement de base pour 137 milliards de dollars et l'autre partie sera consacrée à l'énergie électrique, aux routes, aux ports, aux aéroports et aux voies ferrées. Et j'en profite d'ailleurs pour inviter les entrepreneurs à faire des investissements au Brésil, parce qu'il y a des occasions extraordinaires là-bas. Bon, très bien, dit la modératrice. Le président du Mexique, est-ce que vous voulez reprendre là où s'est arrêté le président Lula? Bien, je vais ajouter une question. Le défi de gouverner est plus grand que jamais au Mexique. Nous avons entendu les défis que veut relever le président Lula. Quels sont les vôtres? Pouvez-vous aussi nous parler de ce que vous pensez du président Chavez et de la force de dérangement qu'il constitue? Bon, je pense que, en toute honnêteté, je peux dire que je n'aime pas juger les personnes. Mon devoir, comme président du Mexique, indépendamment de la personnalité du président Chavez, mon devoir en tant que président du Mexique, c'est de faire en sorte que le peuple mexicain ait de bonnes relations avec tous les peuples d'Amérique latine. Et cela va bien au-delà des personnalités. Par contre, ce dont je suis convaincu, lorsqu'on parle de ceci, c'est que l'Amérique latine doit être unie. Pour moi, il est très clair que le monde change et que les régions se transforment rapidement. L'Asie se transforme rapidement. L'ancienne partie d'Europe de l'Est commence à changer également, et même l'Afrique aussi. L'Amérique latine, quant à elle, ne doit pas perdre de temps. Cela est vrai. Nous devons continuer à donner une forte poussée à nos changements en Amérique latine, et nous devons le faire de manière unie et sans citer de nom. Il me semble que plus nous invoquons l'unité latino-américaine, je ne me souviens plus du nom, voilà. Plus nous invoquons l'unité latino-américaine, plus nous
générons des tensions entre pays d'Amérique latine et cela nous empêche d'être unis, justement. Le Mexique est une charnière, comme je le disais, entre plusieurs parties du monde et nous aimerions beaucoup nous rapprocher du Mercosur. Et d'ailleurs, nous allons commencer par nous rapprocher du Brésil pour renforcer nos traités commerciaux avec le président Lula. Nous en avons déjà parlé. Mais je crois que les problèmes politiques font que dans les accords politiques et commerciaux, nous devons renforcer notre action. Je veux souligner aussi pour ce qui est du Mexique que nous avons fixé trois tâches à notre gouvernement. Tout d'abord, la sécurité. Sécurité publique, sécurité pour nos enfants, pour nos familles, mais aussi sécurité pour les investisseurs. Et sécurité juridique ensuite. Nous voulons avoir un pays où la loi sera respectée et également respectée par le gouvernement. Donc, tout investisseur qui a peur des politiques adoptées dans d'autres pays ou dans d'autres régions et qui veut faire des investissements, qu'ils sachent qu'ils sont bienvenus au Mexique et que personne ne va les exproprier. Deuxième tâche, créer des emplois. Nous ne pouvons pas le faire. Nous ne pouvons pas connaître une croissance si nous faisons, et nous ne pouvons pas créer d'emplois si le Mexique n'attire pas les investissements. Et troisièmement, lutter contre la pauvreté. Et je lance des politiques publiques qui ont eu un certain succès aussi, déjà dans le passé, aussi bien sous le président Cedillo que sous le président Fox. Et nous allons renforcer le capital humain, soutenir l'éducation et la santé et transférer des revenus vers les familles pauvres, générer ainsi davantage de consommation et d'emploi. Donc nous allons nous attaquer à ces trois tâches. Je voudrais aussi parler de l'afflux de capitaux qui est nécessaire pour renforcer la croissance. Monsieur Belda, comment faire pour réduire les afflux de capitaux vers la région afin que ces économies puissent croître? Bien, je crois que nous avons déjà beaucoup travaillé au cours des 10 dernières années. Il s'agit de construire des institutions et de donner une certitude. Je crois que les actions macroéconomiques suivies par les deux derniers présidents et par du Mexique notamment et par le président Lula visaient à réduire les taux d'intérêt, à créer un environnement où on peut investir et à encourager des sociétés comme la nôtre. Si nous investissons, nous pensons à dans 50 ans. Nous pensons à la formation des personnes, nous pensons aux marchés locaux. Et l'un des problèmes que nous avons eus au cours des 20 dernières années était celui de l'absence de croissance dans les marchés locaux. Et c'est une chose qui commence maintenant à apparaître et je crois que c'est pour cela que nous investissons davantage. Oui, je voudrais vous demander, Président Lula, avant de continuer et de poser la question à M. Insulza, je voudrais vous dire ceci. Vous avez dit que vous étiez prêt à faire des compromis à propos du marché libre. Vous avez aussi dit que vous suggériez à la France, au Royaume-Uni et aux États-Unis ainsi qu'à l'Allemagne de agir dans ce sens, alors que vous avez besoin de concessions de leur part. Et qu'est-ce que vous êtes prêt, vous, à faire des concessions? Bon, je dirais que vous n'êtes pas une modératrice ici, vous êtes une journaliste en fait. Vous faites des questions, vous posez des questions typiques de journaliste. Et je ne pourrais pas répondre à tout cela, mais je voudrais dire une chose. Je viens de parler à Tony Blair. Je viens de parler à Gordon Brown. J'ai parlé au président Bush. J'ai parlé au président Chirac. J'ai parlé à la chancelière allemande. J'ai parlé à tout le monde. J'ai dit que nous devons nous mettre dans la tête une maturité d'hommes et de femmes d'État. Nous devons prendre une décision pour que l'accord de Doha ne soit pas considéré comme un accord économique mais politique. Les pays en développement et les pays riches doivent être disposés à faire des concessions pour que les pays les plus pauvres puissent avoir une chance d'avoir accès au marché agricole européen. Mais pour cela, il faut un accès au marché européen. Il faut réduire les subventions. Il faut que les pays du G20
à commencer par le Brésil, ouvre aussi la porte aux concessions dans le domaine des services et dans le domaine industriel. Nous sommes prêts à faire notre travail et à apporter notre part, mais nous attendons la même chose des autres. Et je suis convaincu qu'au cours des 3 ou 4 prochains mois, nous réussirons à obtenir un accord de Doha, afin que les pays d'Amérique latine, les pays des Caraïbes, les plus pauvres, les pays d'Afrique puissent avoir une chance de croire que le 21e siècle cessera de les traiter comme des moins que rien de l'humanité et leur donnera une dignité. Il n'y a plus maintenant d'esclavage, mais maintenant il faut créer des emplois, il faut créer des chances. Et cela partira de l'accord de Doha. Merci beaucoup. Oui, mais je voulais savoir ce qu'il en était de la région et de ce que cela impliquait pour la région. Monsieur Insulza, que pensez-vous de la politique la plus importante sur le plan des changements en Amérique latine? Bon, je crois qu'il y a eu déjà des changements en Amérique latine. Alors maintenant, on parle de pauvreté et de beaucoup d'autres choses. Et je voudrais en parler moi aussi. Personne ne dépense de l'argent qu'il n'a pas. Personne ne promet des choses qu'il ne veut pas tenir. Comme l'a très bien dit le président, il n'y a pas de déficit fiscaux, bien au contraire. Les budgets sont équilibrés, les dettes sont beaucoup plus basses, elles ont été remboursées aux institutions internationales. Alors ce qui est différent en Amérique latine aujourd'hui par rapport à il y a 15 ans, c'est qu'après la crise des années 80, des dirigeants et les peuples d'Amérique latine ont commencé à prêcher des idées venant d'autres pays, des idées qui étaient que l'État faisait partie du problème et non pas partie de la solution. Cette idée-là a connu une évolution. Je crois que le rôle de l'État est bien revenu en Amérique latine. Je crois que les gouvernements comprennent aujourd'hui que pour traiter les problèmes sociaux très importants de leur peuple, il faut qu'ils agissent. Et il faut des mesures absolument indispensables. C'est peut-être difficile dans d'autres régions, mais il faut prendre ces mesures. Par exemple, en Bolivie, non seulement c'est le pays le plus pauvre d'Amérique du Sud, la Bolivie, c'est le pays d'Amérique du Sud où la distribution du revenu est le plus injuste et la plus injuste de toute la région. En Uruguay, qui est de l'autre côté, donc, les 20% les plus pauvres de la population disposent de 9% du revenu national. En Bolivie, ces 20% sont encore beaucoup plus pauvres que ceux d'Uruguay et ne disposent que de 2,2% du revenu national. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire avec une situation de ce genre? Il faut que l'État fasse quelque chose pour essayer de redistribuer les richesses. Sinon, vous n'aurez pas de marché intérieur, vous n'aurez pas de poste de travail, vous aurez un pays pauvre et une distribution totalement inique et injuste. Donc le rôle de l'État est revenu en Amérique latine. Il ne faut pas le confondre avec le populisme et il ne faut pas purement et simplement condamner les gouvernements qui prennent des mesures qui sont indispensables pour améliorer la condition de leur peuple qui, dans certains pays, est très mauvaise. Alors, dit la modératrice, je voudrais encore votre avis. Si le rôle de l'État est revenu, qu'est-ce que cela implique pour le secteur privé, Monsieur Belda? Les différences, c'est que vous pouvez privatiser la gestion du processus, mais que vous avez besoin du gouvernement pour le cadre politique général. Or, au cours des 20 dernières années, il y a eu une confusion entre privatiser les moyens de production et privatiser la gestion. Et l'État n'a pas pris position du côté de la politique. Et le résultat en est que vous n'avez pas pu coordonner les différentes institutions afin de faire quelque chose, afin d'accomplir quelque chose dans l'économie. Le résultat en est que vous avez eu beaucoup trop d'incertitudes et que vous n'avez pas pu faire de progrès. Donc il y a un rôle pour le gouvernement, il y a un rôle pour le secteur privé, et nous sommes allés trop loin d'un côté, et maintenant nous devons revenir. Président Lula. Bon, je remercie M. Belda de ces mots si parfaits. Un beau jour,
est arrivé un expert qui a dit que l'État ne valait rien, que le marché lui-même tout seul réussissait à régler, à gérer tous les problèmes de l'humanité. Mais c'est un mensonge, ce n'est pas vrai. Cela n'a pas fonctionné. Certains pays ont pensé qu'en changeant leur monnaie en dollars, ils allaient régler tous leurs problèmes. Ces pays ont fait faillite. Ce n'est pas possible. L'État ne peut pas cesser de régler la vie politique. L'État doit simplement donner des garanties juridiques suffisantes pour que les investisseurs croient dans le pays, puissent être sûrs de leur rendement et en même temps puissent être sûrs qu'ils ne seront pas victimes de mesures absurdes. Il y a dans mon pays des gens qui, du jour au lendemain, perdaient tout parce que les politiques changeaient du jour au lendemain. Aujourd'hui, nous sommes un pays sérieux. Alain Belda sait parfaitement comment les choses fonctionnent et il sait que ce que nous voulons maintenant, c'est le sérieux. Nous voulons croire dans la bonne volonté de l'entrepreneur, mais nous voulons à lui aussi, nous voulons lui donner du sérieux afin qu'il ait confiance en nous. Et il ne faut pas que l'État, par contre, lâche les intérêts souverains du pays. Il faut qu'une économie solide soit construite où chacun ait son espace, les entrepreneurs comme l'État, et afin que tout le monde puisse vivre dans la prospérité côte à côte. Vous savez que lorsque l'État est très fort, l'État a un poids énorme. Regardez l'Europe et les États-Unis. L'État est très fort dans ces régions. Doha n'a pas fonctionné tout simplement parce que certains pays n'ont pas voulu. Et je le répète, c'est pour des raisons politiques. Parce que les agriculteurs pèsent lorsqu'il y a des élections dans ces pays-là. Et je pense que vous pouvez être tranquille, Becky, franchement. En tant que journaliste, vous pouvez dire que l'Amérique latine ne cesse de s'améliorer et elle va continuer sur cette voie. Il y aura des mandats présidentiels qui vont continuer, il y aura des mandats présidentiels qui vont changer. L'Amérique latine va continuer à prospérer dans la justice sociale. Votre idée, Président Calderón? Il faut voir ici une équation qui couvre la plupart du monde. Ni l'État ni le marché sont à même de régler les problèmes des personnes. Il faut savoir que le marché est une condition sine qua non pour avoir une économie productive et un système efficace de production de biens et de services. Mais ce n'est pas une condition suffisante pour assurer un développement de l'humanité ou pour assurer la dignité humaine ou une économie à visage humain. Par conséquent, il faut renforcer les deux. Il faut renforcer d'une part le marché, mais il faut également renforcer l'État, sa présence rectificatrice pour corriger les inégalités horribles qui existent en Amérique latine, pour corriger l'irresponsabilité dont on a fait preuve par le passé à l'égard de l'environnement et en matière de sécurité. Lorsque nous parlons de ces équations, lorsque nous estimons que l'État ou le marché en tant que tel sont des conditions suffisantes et isolées pour régler les problèmes de notre peuple, c'est là où nous nous trompons. Les concepts qui ont amené l'Amérique latine à l'échec sont ceux qui n'ont pas fait cette différence. Et qu'est-ce que nous pouvons faire en Amérique latine pour avancer plus rapidement? Je crois qu'il faut nous libérer de nombreux préjugés que nous avons nous-mêmes créés et qui nous empêchent de reconnaître l'importance de beaucoup de choses. Les préjugés que nous avons à l'égard des marchés nous empêchent d'être une région aussi concurrentielle que les autres. Or, nous avons tout pour gagner. Nous avons des ressources naturelles, nous avons une population, nous avons de nombreux facteurs dont nous n'avons pas profité simultanément. Lorsqu'il y a eu des préjugés contre l'État, nous avons laissé entre les mains du marché la pauvreté des gens et nos pays se sont appauvris constamment. Le marché est donc une condition nécessaire, mais pas suffisante. Donc il faut une activité rectificatrice de l'État. C'est là la clé pour avoir une Amérique latine meilleure. All right, I want to come to you, Mr. De Souza. Are you concerned that many of the Pensez-vous legislative directions that these que les directives législatives de ces gouvernements
En fait, de nombreux gouvernements de la région n'ont pas de majorité confortable. Ils ont en fait des majorités très minces. Est-ce que cela vous préoccupe? Oui, je pense qu'il est important que les pays aient des majorités stables, et tout le monde est de cet avis. Mais les pays qui ont besoin de développement ont non seulement besoin de démocratie, ont non seulement besoin de démocratie saine, mais ont également besoin de consensus. Les pays qui se portent bien sont des pays où, malgré des problèmes importants, malgré des combats politiques, il y a un consensus de base quant à la façon dont on veut aller de l'avant. L'électorat et sa majorité ne fait pas toujours preuve de ce consensus. On ne peut pas parler de pays. Bon, le président Calderón est ici. En effet, peu sont ceux qui voudraient au Mexique revoir les bases de l'économie mexicaine et les accords de libre-échange avec les États-Unis, qui ont été extrêmement importants. Je ne pense pas que quiconque souhaite jeter tout cela au Chili. Le consensus politique a été fondamental dans un grand nombre de transformations politiques qui ont eu lieu là-bas. Je pense que dans les démocraties, nous avons besoin de majorités fortes. Mais il faut en même temps établir un consensus aussi large que possible. Êtes-vous préoccupé par le fait que cette absence de majorité confortable empêche les gouvernements d'Amérique latine de faire passer les réformes socio-économiques qu'ils estiment nécessaires de façon à ce que la région réussisse son progrès? Vous avez abordé l'un des principaux problèmes qui se posent. Ces deux pays ont des partis majoritaires, ils établissent des coalitions, et je pense les plus grandes politiques macroéconomiques sont en place, elles ne seront pas revues, personne ne veut faire machine arrière, mais le problème est, et en fait il y en a deux, un problème c'est le temps. Nous avons besoin il faut avancer plus rapidement, il faut rattraper ces 20 années de retard pendant lesquelles la Chine et la Corée se sont développées. Et simultanément, vous ne pouvez pas revenir sur la façon dont les institutions fonctionnent aujourd'hui. Et il y en a une origine, il y a une bonne raison d'être ce qu'elles sont. Le président Lula, je le sais, a fait un effort de révision des organisations politiques et des pactes politiques du pays. C'était nécessaire. Mais il est tout aussi nécessaire de mettre en place les mesures qu'il préconise afin d'accélérer le développement à l'heure actuelle. Pour cela, il faudra un consensus. Il faudra que les partis se réunissent, mais il faudra également beaucoup de travail au plan microéconomique, et c'est là le problème. Merci. Si vous avez quelque chose à dire très brièvement, faites-le autrement. Je demanderai à l'assistance de poser des questions. Il est déjà 20 minutes passées de l'heure. Est-ce que vous voulez répondre? Veja, primeiro uma coisa que eu sempre admirei na democracia americana era que, de vez em quando, o Partido Republicano fazia a presidência, os democratas faziam a maioria no Congresso. De vez em quando, o democrata ganhava a presidência, o republicano fazia a maioria no Congresso. Eu não acho que o fato do governo não fazer a maioria na eleição diminui a democracia. Pelo contrário, isso vai obrigar com que o governo e o parlamento exercitem 24 horas por dia das suas práticas democráticas, e isso é que vai consolidando o nosso comportamento democrático. Eu confesso a vocês que eu não vejo isso como um problema, não. Eu não acho que o Congresso Nacional seja problema. A minha preocupação maior é quando você tem uma ampla maioria e que você pensa que as coisas são fáceis e não são. Eu quero lembrar que em 1986, o partido que estava na presidência da República elegeu 23 governadores de Estado e elegeu 306 constituintes. Era a maioria absoluta e o presidente Sarney teve muito problema para governar o país com maioria absoluta. Et pourtant, même avec la majorité absolue, ça a été une époque extrêmement difficile pour le gouvernement du pays. Il a été très difficile de gouverner à cette époque. Mais par contre, ce que nous devons absolument faire, c'est exercer quotidiennement la démocratie, même lorsque nous dormons. Et c'est ainsi que peu à peu va se créer une maturité et une responsabilité. Je dois vous avouer qu'au Brésil, nous sommes en train d'apprendre cela quotidiennement. Merci beaucoup. Je vais donner la parole maintenant aux participants.
dans la salle, à l'audience. Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Oui, un monsieur. Veuillez vous lever et nous dire d'où vous venez et quelle est votre question et à qui elle s'adresse. Felipe Larraín, Université catholique du Chili. Une question au président Lula. Président Lula, vous avez parlé de l'intégration latino-américaine et de l'intégration commerciale. Mais l'un des objectifs qui a été fixé aux Amériques a été l'accord de libre-échange des Amériques. Et certains disent que cet accord est mort. Alors, que va-t-il falloir pour que l'intégration se fasse dans les Amériques et qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour donner une nouvelle vie, un nouvel élan à cette intégration? Pas seulement le Mercosur, mais plus large. Bon, tout d'abord, cet accord ne se passera pas parce qu'il ne devait pas se faire. C'est tout. Ce que nous voulons, nous, c'est construire une zone commerciale en Amérique qui permette aux pays les plus pauvres d'avoir une chance de devenir égaux aux pays les moins pauvres. Par exemple, l'Union européenne, quand elle a décidé de créer l'Union européenne, de former ce bloc, il y avait le Portugal, la Grèce et l'Espagne qui ont reçu des encouragements. L'Allemagne de l'Ouest a payé des milliards de marques pour absorber l'Allemagne de l'Est. Alors, si nous faisions la même chose, comme on pensait le faire au début, c'était en fait un accord entre le Brésil et les États-Unis. Nous voulons un accord avec tous les composants d'Amérique du Sud et d'Amérique latine pour que tout le monde ait cette possibilité. D'ailleurs, les États-Unis non plus ne veulent plus cet accord de libre-échange parce que maintenant c'est à l'OMC qu'il faut créer les règles. D'après eux. Or, l'OMC n'a pas créé les règles appropriées. Et voilà pourquoi on cherche maintenant des relations bilatérales. Or, ce type de relations bilatérales ne sont pas bonnes pour le monde. Et je le répète, elles sont mauvaises pour le monde. Il faut un accord qui définisse les choses dans le cadre de Doha, parce qu'il faut inclure les pays les plus pauvres. Le président Bush, le Premier ministre Tony Blair, la chancelière Angela Merkel, le président Chirac, le G20, Hu Jintao, tout le monde doit prendre sa responsabilité et doit agir aujourd'hui en tant que véritable homme d'État, femme d'État. C'est un problème politique, de volonté politique, de donner un espoir à ceux qui n'en ont pas aujourd'hui, à ceux qui ne savent pas si ce soir ils vont pouvoir manger quelque chose. Alors, est-ce que nous allons vraiment nous montrer médiocres ou est-ce que nous allons nous montrer à la hauteur? Bien, merci beaucoup. Je suis désolée, je vais devoir mettre fin à cette réunion, mais je donnerai la parole au président Calderón d'abord. Oui, nous partons de ce thème justement. Il semble que l'un des thèmes principaux pour l'Amérique latine soit celui de l'encouragement et de la stabilité des investissements, notamment. Pour toute l'Amérique latine et en fait pour tout le continent. Et il me semble que la clé, c'est de comprendre ce qu'implique une ouverture commerciale et un commerce mieux organisé entre pays. Est-ce que cela implique des bienfaits pour le consommateur, de meilleurs prix pour le consommateur, de meilleurs prix pour ceux qui n'ont pas de quoi acheter beaucoup de choses? Est-ce que cela permet aux producteurs de travailler mieux? Est-ce que cela crée des emplois? Est-ce que cela crée des investissements? Pour le Mexique, depuis 1994, avec l'accord nord-américain, nous avons réussi à créer un accord important grâce à l'ALENA. On avait dit que l'ALENA allait être mauvais. Or, les salaires liés à l'ALENA sont meilleurs que dans le reste de l'économie. C'est très important de comprendre cela. Si nous comprenons très exactement ce que nous a apporté l'ALENA, par exemple, cela va nous permettre aussi d'extrapoler ensuite. Et il ne faut pas nous laisser piéger par des préjugés.
car les préjugés existent sur le plan politique et idéologique. Et les préjugés empêchent le raisonnement sain de se faire correctement. Nous avons 42%, notre parti a 42% dans une majorité au sein du Congrès. Nous en sommes très heureux et très fiers d'ailleurs. Mais je crois que pour qu'une réforme fondamentale se fasse, il faut d'abord générer effectivement un groupe de dirigeants qui permettent de faire comprendre aux gens ce qu'ils pourront retirer de certaines politiques qui seront adoptées. Si les gens ne comprennent pas ce que peut leur apporter un commerce plus important dans tout le continent américain, les deux côtés du continent américain, eh bien, nous ne pourrons rien faire. Il faut leur faire comprendre comment ils pourront gagner grâce à une meilleure ouverture commerciale. Sinon, ce n'est pas la peine d'essayer de briser les barrières des préjugés et les barrières tarifaires. Thank you for that. Closing thoughts from our last two guests. Political prejudices overriding. Préjugés politiques. Qu'en pensez-vous? Préjugés politiques qui écrasent les raisonnements. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je ne crois pas que ce sont des préjugés politiques lorsqu'il s'agit de commerce. Le fait est qu'il y a certains pays qui ont décidé de faire le commerce d'une façon et d'autres qui ont décidé d'autres manières. En 88, on a parlé de l'ALENA, on avait parlé de cela sur plusieurs plans et nous allons devoir reprendre cette idée. De nombreux problèmes qui existaient sont d'ailleurs des problèmes qui existent dans le Doha Round aussi. D'ailleurs, ce problème-là n'est pas un problème du gouvernement actuel. En fait, l'accord, l'ALENA aurait dû organiser une réunion depuis 25 mois. Or, il n'y a pas eu de réunion parce qu'il n'y a rien à dire. Mais enfin, il faut donc que nous trouvions d'autres moyens. Et il faut trouver d'autres moyens grâce au processus d'intégration d'Amérique latine et j'espère fortement que les efforts seront renforcés parce que c'est seulement ainsi que l'on pourra parvenir à un rapprochement. Je vois beaucoup de difficultés lorsqu'il s'agit de demander à certains pays de la région d'aller plus loin en matière de libre commerce alors qu'il y a tant de problèmes comme les subventions agricoles, la propriété industrielle, tant de problèmes qui n'ont pas été résolus. Bon, je ne veux pas maintenant sortir du sujet, mais franchement, quand j'ai ouvert la télévision ce matin, j'ai vu des débats très actifs sur la manière dont il fallait mener le Doha Round. Et je me suis demandé quelles seraient les concessions accordées afin que les pays en développement puissent revenir à la table de négociation. Il n'y aura pas de possibilité pour un pays comme l'Argentine d'accepter un accord de Doha sans que des concessions soient faites en matière de subventions agricoles. Ce n'est pas seulement un problème de préjugés politiques, c'est un problème d'intérêt, c'est un problème de ce que veulent les pays en développement. Bon, bien sûr, tout le monde pense que le libre commerce c'est très bien, mais enfin, il faut aussi considérer les circonstances et les problèmes et le degré de développement de chacun. Merci, Alain Belda. Bon, nous sommes allés en Amérique latine il y a 40 ou 50 ans sur la base des marchés locaux. Les marchés locaux se sont développés pour certains, d'autres ne se sont pas développés. Et aujourd'hui, les occasions, les chances sont différentes. Le monde a changé, les synergies sont mondiales. Il y a de nouveaux modèles maintenant. Et il nous faut une ouverture, il nous faut le changement. Il nous faut des hommes et des femmes politiques qui ont du courage.
Et c'est cela qui va changer, qui va permettre un changement. C'est-à-dire que les plans que nous avons, les usines que nous avons en Amérique latine sont parmi les plus concurrentielles au monde. Ce n'est donc pas un problème de population, ce n'est pas un problème de concurrence. C'est un problème d'intégration et de rapidité. Nous devons le faire davantage et nous devons le faire maintenant. Merci beaucoup. Cela étant dit, nous terminons cette réunion et nous vous remercions beaucoup. Merci à tous les participants. Et rappelez-vous, avant de partir, que le président Calderón... Qu'est-ce qui est modérateur ici, vraiment? Le président Calderón va parler à la salle avant que nous ne terminions. Je voudrais donner la parole encore au président Lula. Bon, il y a eu ici une préoccupation vis-à-vis de la démocratie. Le Brésil croit tellement dans ses rapports avec les pays d'Amérique du Sud, d'Amérique latine. Le Brésil a tant de confiance dans le destin des pays voisins que nous sommes en train de conclure un accord extraordinaire avec le Venezuela. Nous construisons avec PDVSA d'énormes partenariats. Nous allons faire de la prospection au Venezuela pour le gaz. Le Venezuela aura 60% de ce projet et 40% sera Petrobras. Nous allons construire une raffinerie au Brésil pour raffiner 200 000 barils par jour de pétrole brut. 60% de ce projet sera brésilien et 40% vénézuélien. Nous commençons à élaborer un projet de gazoduc énorme qui va relier le Venezuela à l'Argentine, passant par notre territoire national notamment. Et nous devrons pour cela conclure un traité international parce que Chavez sait, et moi je sais, et notre cher ami Michel Kirchner sait aussi, en Équateur aussi, et Alain Garcia au Pérou savent, tout le monde sait, Evo Morales, Nicanor Tabaré, tout le monde sait que nous avons une chance de renforcer la démocratie dans notre continent, mais cette chance, c'est de faire en sorte que les pays ne dépensent pas plus qu'ils n'ont et de saisir cette opportunité actuelle en Amérique latine sans rompre les liens avec l'Europe et avec les États-Unis, mais en renforçant les liens entre nos pays. C'est à partir de là que nous pourrons faire de l'Amérique latine un continent qui a un avenir. C'est cela ma foi profonde, c'est pour cela que je travaille, c'est pour cela que je me lance dans ce deuxième mandat avec davantage d'expérience, parce que je connais maintenant les défauts de ma bureaucratie, je connais les personnes, je connais les défauts des bureaucraties des autres pays aussi. Et nous allons maintenant travailler. J'espère que vous pourrez faire un magnifique documentaire sur la consolidation de l'Amérique latine un de ces jours. Je vous le promets et je vous remercie tous beaucoup.